donc, pour cette soirée qui sera axée sur l'utilisation de la chaîne cinétique ouverte de façon précoce dans la rééducation des ligaments croisés antérieurs à la chirurgie. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Dalton, c'est le département de l'appareil moteur de l'Ergonel. C'est une association qui a pour volonté de rassembler l'ensemble des praticiens spécialisés dans tout ce qui est pathologie ostéo-articulaire et de promouvoir l'échange interprofessionnel dans la région de Toulon. Au travers de notre association, nous avons voulu rendre la démarche scientifique accessible à tous et nous comptons sur les membres médicaux et paramédicaux pour participer aux différents sujets de recherche. Nous solliciterons plus particulièrement ce soir les rééducateurs pour participer à l'étude mise en place par Joël Coulon sur l'utilisation précoce de la chaîne cinétique ouverte dans la rééducation après chirurgie du ligament croisé antérieur. Notre soirée débutera par un état des lieux de la littérature sur la chaîne cinétique ouverte et après ligamentoplastie du ligament croisé antérieur, que nous présentera Joël Coulon. S'en suivra un sondage sur les pratiques rééducatives animé par Tom Barnéhoud et Stéphane Dubuc. François Gadea nous fera un petit topo et un résumé de la deuxième table ronde de la précédente journée annuelle de notre association. Yann Simon et moi-même vous présenterons 2 cas cliniques rencontrés en cabinet de ville. Yoann Merban, notre spécialiste en biomécanique, nous tiendra un petit topo sur les bonnes pratiques de la réalisation d'une série clinique. Et enfin, Joran conclura sur la présentation du protocole de l'étude en cours. Pour ceux qui le désirent par la suite, nous nous retrouverons bien évidemment au Clubhouse pour partager une petite part de pizza. Vous recevrez, si vous avez noté, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, votre adresse mail, une invitation pour la prochaine soirée qui aura lieu le 4 décembre. Elle sera axée sur le score Dalton. Score bilan innovateur sur une pratique transversale d'un bilan pluridisciplinaire entre praticiens, médecins, chirurgiens, ostéopathes, kinés, pour avoir une vision globale du patient et pour pouvoir avoir un suivi complémentaire. Cette soirée ayant une orientation pratique, nous limiterons malheureusement les invitations à une de personnes. Les premiers inscrits seront retenus. Pour ceux qui ne sont pas encore membres de notre association, je vous invite à y adhérer à partir de début 2020. Nous lancerons une campagne par mail également, où nous vous inviterons à participer pour une adhésion annuelle de 20 € à notre journée annuelle qui recense les différents projets et les dernières avancées en matière d'études scientifiques et les soirées comme à laquelle vous assistez ce soir. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. J'espère que vous y trouverez satisfaction. N'hésitez pas, la critique étant constructive. Alors, bonjour à tous. L'objectif de cette présentation et de ce travail va être de faire un état des lieux justement sur la chaîne ouverte dans la rééducation post-reconstruction du croisé. Quels sont nos objectifs de rééducation? C'est permettre un retour au sport au même niveau que précédemment, et celui-ci est permis par une laxité différentielle inférieure à 4 mm, une récupération de la force du quadriceps et de l'ischio-jambier à 90% par rapport au côté sain, et des scores fonctionnels supérieurs à 90%. Malgré notre rééducation, 35% des patients ne reviennent pas au niveau précédent l'accident. Donc, on va essayer ici d'expliquer les préjugés sur la biomécanique du ligament croisé et d'analyser les protocoles qui incluent la chaîne cinétique ouverte de manière précoce post-reconstruction du ligament croisé antérieur. À savoir que, par exemple, les forces appliquées du ligament croisé dans la marche sont environ de 500 N, alors que dans la chaîne cinétique ouverte sans résistance, on est environ à 70 N. Donc notre hypothèse de départ était que la chaîne cinétique ouverte précoce post-chirurgie réparatrice du ligament croisé antérieur n'entraîne pas de laxité résiduelle. Donc concernant l'analyse de la biomécanique du croisé, on a donc plusieurs études qui nous montrent que de 90 à 40 degrés, il n'y a pas de force qui s'applique sur le croisé. Par contre, à partir de 40 degrés, ces forces deviennent positives avec une augmentation et bien sûr un maximum en fin d'extension. Par contre, ces forces en fin d'extension, finalement, elles sont équivalentes lorsqu'on fait de l'extension en chaîne cinétique ouverte, en chaîne cinétique fermée ou même en isométrique. Ce
qui est important de relever, c'est que lorsqu'on ajoute de la charge, l'augmentation est bien plus importante en chaîne cinétique ouverte qu'en chaîne cinétique fermée. Donc le premier préjugé était que l'extension complète immédiate détend le transplant. Ça a mené à mettre des attelles en fait, bloquées avec un léger flexum pour éviter justement cette distension. On a une étude qui a été menée en 2006 où dans les 4 premières semaines post-opératoires, ils ont comparé 2 protocoles en restreignant en fait en mettant un flexum en fait de 30 degrés, on limitait l'extension active et dans l'autre groupe, on permettait une extension active totale. Et finalement, quand on compare à 6 mois ces 2 protocoles, il n'y avait pas de différence sur la laxité. Donc l'extension totale dans les 4 premières semaines post-opératoires ne semble pas détendre le transplant. Le deuxième préjugé était que la chaîne cinétique ouverte détendait le transplant par rapport à de la chaîne cinétique fermée. Les dernières revues de littérature en fait, montrent que non, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, l'addition de la chaîne cinétique ouverte et de la chaîne cinétique fermée semble montrer de meilleurs résultats sur la fonction à 6 mois. Le dernier préjugé est que la chaîne cinétique ouverte précoce détend le transplant comparé à de la chaîne cinétique ouverte introduite plus tardivement. Alors, on a une étude qui a introduit de la chaîne cinétique ouverte contre résistance à 4 semaines. Et donc eux, ils ont augmenté la laxité, mais uniquement dans le groupe qui a été opéré avec une technique par DIDT. Si on regarde l'augmentation de force quand on compare un groupe en chaîne cinétique fermée à un groupe en chaîne cinétique ouverte introduite précocement, l'augmentation est relativement faible au niveau de la récupération moyenne du quadriceps. Donc la littérature ne montre pas de supériorité évidente de la chaîne cinétique ouverte sur la récupération musculaire du quadriceps. Mais il faut savoir que tous ces protocoles incluent vraiment la chaîne ouverte de manière très précautionneuse, avec des charges très faibles, ce qui peut-être peut expliquer ce manque en fait, de différence entre les deux techniques. On n'a pas de données existantes sur les cas de suture méniscale. Est-ce que la chaîne cinétique ouverte a une incidence sur la suture méniscale qui comparait aussi différents modes de fixation. Est-ce qu'en fonction du mode de fixation, on détend plus ou pas? Et on n'a pas non plus de comparatif entre du DIDT ou du DT4, ce qui peut être quand même une étude qui pourrait être intéressante. On a retrouvé un seul article, finalement, qui a retrouvé un risque de détente du transplant, mais il faut vraiment savoir que cet article a introduit la chaîne cinétique ouverte contre résistance à 4 semaines. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette analyse de la littérature? Que les exercices d'extension sans résistance ne semblent pas indiquer plus de contraintes en chaîne cinétique ouverte, en isométrique ou en chaîne cinétique fermée. Que l'extension active en amplitude totale dans les 4 premières semaines post-opératoires n'a pas augmenté la laxité résiduelle à 6 mois. Par contre, le faible échantillonnage des études, la variabilité des réponses à la chaîne cinétique ouverte nécessite vraiment de poursuivre la recherche dans ce domaine. Ce qui peut être intéressant pour nous, c'est vraiment de retenir que l'addition de la chaîne cinétique ouverte et de la chaîne cinétique fermée semble être pertinente dans l'amélioration de la fonction du genou. Alors, du coup, tu parles sans résistance ou avec résistance? Alors, sans résistance, pas d'étude, une seule, en fait, celle que je vous ai présentée. Donc, a priori, eux, ils l'ont introduit à 4 semaines, directement après la chirurgie. Ça n'a pas augmenté la laxité. Voilà. Par contre, avec la résistance, là, le consensus actuel, c'est 6 semaines. Avec introduction précoce de la résistance, d'abord à la TTA, après tu augmentes ton bras de levier et tu augmentes ta résistance petit à petit. Voilà. Là, le consensus actuel il est là. Sur... Résistance et 500 à la marche, est-ce qu'entre 0 et 6 semaines, tu as essayé de charger progressivement pour arriver à quelque chose d'équivalent de 200, 250 newtons, 300 newtons, voire 500 newtons, en augmentant la charge progressivement de 0 à 6 semaines? Non, parce que honnêtement, j'avais pas de littérature là-dessus.
que vraiment, quand tu vois qu'à 4 semaines, ils ont détendu le transplant et qu'ils ont été précautionneux, en fait, finalement, eux, dans leur eux, ils ont mis vraiment la résistance aussi progressivement. Alors, eux, ils la mettaient à la cheville, hein, directement, et ils ont détendu le transplant. Donc, c'est pas un risque que j'ai voulu prendre, après avoir peut-être, mais honnêtement, pour moi, voilà, François, il dit non, et la littérature ne te montre pas ça, en fait. Donc, c'est pas le choix qu'on a fait. La réponse c'est par oui ou par non. Qui lit le compte-rendu opératoire? Modifiez-vous la rééducation en fonction du geste chirurgical? Troisième question, pertinente. Qui lit l'ordonnance de rééducation? Je rajoute une question, qui en tient compte? Qui rééduque différemment un ligament opéré avec suture méniscale? Qui pratique la levée de tension périlisionnelle entre J0 et J7? Qui pratique le verrouillage actif au plus proche de 0 degré entre J0 et J7? Qui pense que le glaçage précoce du genou en périrotulien améliore la mobilisation de la rotule? Qui pratique les techniques de la réharmonisation articulaire par glissement du plateau tibial entre J0 et J15? Qui fait de la chaîne cinétique ouverte sans résistance à 0 degré avec du quadriceps setting à partir de J3? Entendons par quadriceps setting une remise à niveau du quadriceps à partir de 0, c'est-à-dire je ne sais plus comment je dois contracter, je fais une contraction réflexe avec une contraction maximale qui dure 5 à 10 secondes, un arrêt brutal et on recommence. Qui pratique le cycling, c'est-à-dire le vélo sans rééducation, dès le post-opératoire en mobilisation précoce. Donc le cycling est utilisé pour mobiliser. Qui pense que le massage, le pétrissage du quadriceps et des ischios améliore le réveil musculaire? Qui pratique l'électrothérapie? Je vais définir l'électrothérapie plus ou moins en électrostimulation plutôt que l'électrothérapie. En post-op proche, type électrostimulation pour le réveil musculaire, c'est-à-dire la personne qui n'est pas capable de contracter son quadriceps, je vais lui mettre des électrodes et je vais lui demander de participer, d'essayer de participer en actif pendant la contraction électrophysiologique. Qui s'intéresse au mécanisme lésionnel afin de l'intégrer dans une logique de rééducation? Qui pense que faire des évaluations régulières puisse améliorer l'intérêt des patients à suivre la totalité du processus de réhabilitation? Qui pratique les hop-tests? Les hop-tests, c'est les tests de saut unipodo. Pratiquez-vous des tests d'aptitude psychologique pour déterminer la reprise du sport? De type score ACLRSI. Par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc on a mené une série prospective sur les croisés opérés. On a voulu essayer de savoir s'il y avait des critères qu'on pouvait, dès le post-opératoire immédiat, mettre en évidence pour évaluer la qualité de la marche à un mois. Il n'y a pas grand-chose à un mois qu'on peut évaluer, si ce n'est le patient qui va bien parce qu'il marche normalement ou le patient qui va pas bien parce qu'il boite. Notre hypothèse, c'était qu'il existait des facteurs identifiables dès le post-opératoire immédiat pour prévoir la rapidité de la récupération. Alors on a fait une série continue, monocentrique, multi-opérateur, concernant l'ensemble des chirurgies de reconstruction du LCA fait dans notre centre. On a inclus tout type de greffon, qu'il y ait ou pas un geste médiscal, la présence ou pas d'un geste extra-articulaire, que ce soit une primo-chirurgie ou une reprise. Tous les patients ont donné leur consentement.
Ça n'a pas forcément été facile à obtenir parce qu'on nous a pris du temps. Mais en tout cas, on est assez content parce que tout le monde l'a fait. Les patients étaient évalués selon 3 modalités. L'auto-évaluation de la douleur pendant la période d'hospitalisation, un bilan kinésithérapique pendant la période d'hospitalisation fait par le kinésithérapeute de la structure, et enfin une enquête téléphonique à 1 mois avec un certain nombre de questions. Nous avons inclus 50 ligaments croisés du 1er septembre au 31 décembre 2018. 5 chirurgiens en principale étude, plusieurs anesthésistes et un seul kinésithérapeute. On avait une majorité d'hommes et une moyenne d'âge d'environ une trentaine d'années. La totalité des patients a eu un cathéter fémoral anesthésiant à visée antalgique avec des doses qui ne donnaient pas un bloc moteur. La très grande majorité des patients ont eu une greffe courte aux ischio-jambiers, un DT4, 22% des patients ont eu un DIDT, un seul opérateur, et 14% ont eu un Kenneth Jones ou transplant libre tendon rotulien. C'était essentiellement pour les reprises. Quasiment la moitié des patients ont eu un geste sur le ménisque, et sur les patients qui ont eu un geste sur le ménisque, ça se répartissait entre une petite majorité de résection et 10% de suture. 44 patients sur les 50 ont eu l'auto-évaluation de la douleur, on a perdu 6, ce qui est vraiment pas mal. 29 patients ont pu avoir un bilan kinésithérapeute pendant la durée de leur séjour, c'était essentiellement les patients qui sortaient le week-end, du coup qui ne pouvaient pas avoir leur bilan. Et enfin, 48 patients ont eu le résultat avec l'enquête téléphonique, donc on a une série qui globalement est analysée. En ce qui concerne le recueil de la douleur, on demandait aux patients, à chaque fois qu'il avait mal, de donner la localisation de la douleur entre la douleur antérieure, la douleur postérieure et ou la douleur sur la loge de prélèvement. L'évaluation post-opératoire par le kinésithérapeute, on avait 3 critères, l'hémarthrose, le verrouillage du quadriceps, à J1, J2 et J3 si le patient est encore présent, et les amplitudes avec oui, non, flexion ou extension complète, flexion inférieure à 90 ou flexion supérieure à 90 le jour de la sortie. L'enquête téléphonique à 1 mois post-opératoire avec plusieurs critères, la capacité à tendre complètement la jambe, c'était le patient qui définissait la présence ou pas d'un flexion, la capacité à fléchir le genou au-delà de 90 degrés, puis un certain nombre d'autres éléments qui ne nous ont pas forcément beaucoup servi pour l'analyse. Alors les résultats, on se rend compte que 40% des patients à 1 mois considèrent qu'ils ont encore un flexion, ça veut dire qu'on a quand même des progrès à faire, parce que 40% de flexion, on a été assez surpris, puisqu'on pensait que c'était proche de 0. J'ai présenté l'état sous forme de ce diagramme, je vais vous l'expliquer un petit peu si vous n'avez pas pu comprendre. En bleu, vous avez le flexion, en orange, vous avez l'extension complète. Ici, vous avez le nombre de cas. Ici, nous avons par exemple 16 cas qui ont une extension complète dans le groupe DT4. Vous verrez les pourcentages qui correspondent dans la catégorie au flexion à 1 mois. Ici, 33% des patients ayant eu un retour externe avaient un flexion à 1 mois post-opératoire. Alors les résultats, donc, en ce qui concerne un retour externe, on n'a montré aucune différence. C'est pas parce qu'on avait fait un geste beaucoup plus long, beaucoup plus agressif que les patients avec plus de risque d'avoir un flexion. 33-39%, c'est globalement à peu près la même chose. Sur le plan de la greffe, on a remarqué que les DT4 avaient un peu plus de flexion à 1 mois que les 2 types d'autres cas. Concernant le geste méniscal, de manière étonnante, ceux qui n'avaient pas eu de geste méniscaux avaient plus de risque d'avoir un flexion que les autres, que ceux qui avaient eu un geste, et que les sutures méniscales avaient également plus de flexion. C'était plus difficile des suites que quand on avait eu une ménisectomie. On s'est pas mal interrogé pourquoi est-ce qu'il y a un patient sur 2 qui n'a pas eu de geste sur le ménisque qui a un flexion. Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de lésions intraméniscales? C'est pas impossible. Concernant le sexe, on a remarqué que les femmes avaient plus tendance à avoir un flexion que les hommes. Des résultats sur la flexion, là pareil, alors que tous nos patients sont censés sortir avec une flexion supérieure à 88 degrés, à 1 mois, un quart des patients n'avaient toujours pas récupéré la flexion à 88 degrés. Le retour externe, pareil, n'a pas d'influence. Le type de greffe, là c'est l'inverse. Les DT4 sont ceux qui ont clairement les meilleurs résultats et c'est fortement significatif par rapport à la majorité des autres résultats de l'étude. Donc on sait qu'il n'y a pas de biais là-dessus. Les ischio-jambiers ou les tendons rotuliens, Kenneth Jones, étaient à peu près équivalents sur la flexion. Par rapport au geste méniscal, là c'est les sutures méniscales qui clairement se détachaient
avec plus de risque de flexum, plus de risque d'avoir un déficit de flexion. Et à l'inverse justement du flexum, ceux qui n'avaient pas eu de geste sur le ménisque, c'est ceux qui avaient la meilleure flexion à 1 an. Concernant le sexe, on n'a pas vu de différence. L'influence de l'hémarthrose. Alors là, j'ai modifié un petit peu les chiffres, je vais vous le présenter. Vous avez ceux qui avaient une hémarthrose qui sont en bleu, ceux qui n'avaient pas d'hémarthrose qui sont en orange. Les deux chiffres correspondent, ce qui concerne les deux diagrammes bleus, à ceux qui avaient un flexum et ceux qui sont donc, Il s'agit de Monsieur H, 20 ans, genou droit touché. Il est rugbyman, pilier droit de Fédéral 1 du regroupement Lière Carqueran. Il est ouvrier du bâtiment et salarié. Il mesure 1m80 pour 115 kg. Et nous sommes à 2 mois du traumatisme par pivot contact lors d'un match. Il y a eu un craquement, gonflement, impotence immédiate. Il a repris progressivement la course, mais avec une notion de ressaut et avec un pseudo-blocage après appui anodin. En consultation, il présente une rupture du ligament croisé antérieur avec un Lachman mou et retardé, une ébauche de ressaut. Au reliméteur, il est mesuré à 7 mm. Le genou est sec, mobile et stable dans le plan frontal. La symptomatologie méniscale interne est aspécifique. La musculation est optimale avec d'excellentes coordinations musculaires. À l'IRM, on retrouve une rupture du LCA avec un moignon résiduel sur le LCP, avec un ménisque interne qui présente une languette et pas de contusion osseuse au condyle externe. La radio, il n'y a rien à signaler, le télos est à 7 mm. Question 1. La prise en charge préopératoire d'une rupture du croisé antérieur. Donc la kinésithérapie préopératoire est toujours indispensable. En B, la pratique du rugby avec une attelle est possible malgré un LCA rompu. En C, il est fondamental de respecter un délai de plusieurs semaines au minimum entre le traumatisme et la chirurgie du LCA. En D, sur un genou sec, mobile et indolore, le rôle de la kinésithérapie se limite à l'entretien musculaire. En E, le travail personnel dans l'axe, vélo ou course à pied sur terrain plat, ne présente aucun risque de dérobement. On va vous laisser quelques secondes pour répondre. Combien de secondes? Avec une question et une réponse possible. Alors, non, c'est par oui ou non. Oui, il y a qu'une seule réponse qui est considérée pour nous comme positive. Voilà, il y a une réponse positive par cette question. Là, vous êtes libre. Voilà. Tout le monde est d'accord, on passe aux corrections. Allez. Donc la kinésithérapie préopératoire est toujours indispensable. Non, mais elle est souhaitable. La pratique du rugby avec une attelle est possible malgré le LCA rompu. Non, et c'est non négociable. Il est fondamental de respecter un délai de plusieurs semaines au minimum entre le traumatisme et la chirurgie du LCA. Non, sauf s'il présente un flexum, des co-contractions de la et s'il y a une contusion fémorale à l'IRM. L'intervention dans les semaines qui suivent est possible. D. Sur un genou sec, mobile et indolore, le rôle de la kinésithérapie se limite à l'entretien musculaire. Non, il s'agit de réaliser l'éducation à la kiné post-opératoire. Le travail personnel dans l'axe, vélo, course à pied sur terrain plat ne présente aucun risque de dérobement. Oui, il faut poursuivre un entretien physique, ludique, en préopératoire. L'intervention réalisée, donc la chirurgie pratiquée, donc rachis anesthésique, cathé fémoral. La durée du garrot est de 75 minutes avec un prélèvement sous garrot. La technique est un DIDT in-out avec 2 vis d'interférence et une résection complète du moignon. Le greffon est pratiqué de 10 mm. La résection de la languette au ménisque interne est réalisée, donc 20% de résection, pratiquée en zone blanche non suturable, et le mur résiduel est stable.
Le chirurgien note que le prélèvement a été difficile avec plusieurs passages du stripper dans la loge en raison d'une vincula très profonde. Au lâchage du garrot, saignement veineux au niveau du site de prélèvement motivant la mise en place d'un redond dans la loge des ischio-jambiers. Le post-opératoire immédiat. Le patient présente un retrait accidentel du redond dans la nuit post-opératoire, en dépôt. AJ1, douleur dans la loge postéro-interne de cuisse remontant jusqu'au pli de l'aine. Pas de douleur antérieure témoignant d'un cathé crural efficace. L'attelle est mal supportée. L'appui soulage est possible mais douloureux. Les loges de cuisse sont normotendues. À noter une petite hémarthrose qui est non fonctionnable. La cicatrice est propre, non inflammatoire, le patient est apyrétique. Question de cette situation vous évoque A. Une phlébite, B. Une infection précoce, C. Un problème mécanique intra-articulaire, D. Un saignement, E. Une insuffisance dans le travail du quadriceps par le kinésithérapeute de la structure hospitalière. J'ai été trop vite, je me suis emballé. Rocher en arrière. Il est encore temps. Allez, on y va. Donc la phlébite, non, parce qu'il n'y a pas de douleur au mollet. Une infection précoce, non, le patient est apyrétique et les cicatrices sont propres. Un problème mécanique intra-articulaire, c'est peu probable en l'absence de suture méniscale et d'endobouton. D, évidemment, il y a eu un saignement. Donc la topographie de la douleur, la difficulté du prélèvement et le retrait du redond expliquent ces douleurs. E, une insuffisance dans le travail du quadriceps. Non, le travail du quadriceps en post-opératoire immédiat est peu efficace. Il y a un cathé crural, donc on n'a pas d'efficacité de contraction à ce moment-là. Avant qu'on poursuive, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez intervenir sur cette question-là? On peut poursuivre? Allez. Question 3. Une ligamentoplastie du LCA chez un rugbyman impose un transplant libre du tendon rotulien, une plastie extra-articulaire, un redond intra-articulaire, un redond extra-articulaire, un pansement compressif. Je vous laisse réfléchir cette fois. C'est bon. Alors, le transplant libre au tendon rotulien. Non, il n'y a aucune supériorité de ce transplant dans la littérature. La plastie extra-articulaire. Oui, il y a une diminution significative des récidives dans cette population qui subit les pivots contacts. Un redond intra-articulaire. Non. Confère la table ronde des journées du Dalton. Donc on saute aussi. Un redond extra-articulaire, non, mais il faut savoir s'adapter aux conditions péropératoires. Le pansement compressif, non, mais il y a un intérêt majeur des attelles gonflables de pressothérapie. L'évolution dans le service. On enchaîne un peu. Donc, sortie du patient à J3 car il est autonome et la douleur est tolérable avec des antalgiques de palier 2 plus la glace. Il ne présente toujours pas de verrouillage du quadriceps malgré le planchage du cathé. Il va porter ses béquilles, mais il ne porte pas d'attelle car l'extension totale est douloureuse. Et il est placé sous Fragmine 5000 pendant 21 jours. Le travail du kinésithérapeute de J3 à J30. Donc là, il s'agit du travail qui a été réalisé en ville. Il n'y a pas eu de compte rendu, mais au dire du patient, 3 séances hebdomadaires de 20 minutes ont été réalisées. Une physiothérapie avec de la cryo locale, glaçage et des ultrasons du côté interne ont été pratiqués. Le travail musculaire se limitant à des électrodes sur le quadriceps uniquement, sans participation. Il n'y a pas eu de massage, pas de drainage, pas de travail des amplitudes, pour respect de l'indolence. Rien sur un. Pas de chance. La visite de contrôle à 1 mois chez le chirurgien. Donc le VA est maximal à 6/10. Le genou est sec, les cicatrices, il n'y a rien à signaler. Il présente des amplitudes de 0,20-80 en dorsale, mais a une capacité à récupérer l'extension complète en décubitus ventrale. L'extension active est difficile du fait de la douleur, mais il y a peu de participation émotionnelle. La dissociation quadriceps ischio-jambier est acquise, mais spontanément, il y a une contracture des ischio-jambiers.
L'ecchymose est diffuse à la face postérieure de cuisse, au creux poplité, au mollet, mais les loges sont normotendues. Cette situation vous évoque un problème mécanique intra-articulaire, une déprogrammation musculaire, une lésion neurologique, une algodystrophie précoce, des adhérences dans la loge des ischio-jambiers. À vos stylos. Un problème mécanique intra-articulaire, c'est peu probable, il n'y a pas de suture méniscale, pas de bris de vis, et c'est trop tôt pour un cyclope syndrome. Une déprogrammation musculaire, non, car il y a une bonne dissociation quadriceps ischio-jambier. Une lésion neurologique, non, car il n'y a pas de notion de déficit sensitivo-moteur. Une algodystrophie précoce, c'est peu probable, car il n'y a pas de participation émotionnelle. Et pour autant, il y a des adhérences dans la loge des ischio-jambiers, oui, et spécifiquement, il n'y a pas eu de travail. Dans le premier mois post-opératoire, technique aux ischio-jambiers, le travail de la flexion doit toujours se faire dans l'indolence. La lutte contre le flexum peut passer par des exercices d'extension forcée en décubitus ventral. Le rodage articulaire par du vélo peut être débuté à partir de J15. La présence d'un hématome dans la loge de prélèvement justifie dès le post-opératoire immédiat des techniques agressives, crochetage, ventouse, onde de choc. La contraction isométrique du quadriceps, jambe en extension, participe au drainage de la loge des ischio-jambiers. Alors le travail de la flexion doit toujours se faire dans l'indolence. Non, no pain, no gain. Il faut savoir travailler cette flexion et sans être agressif, il faut savoir quand même amener le patient à gagner sur ses amplitudes. La lutte contre le flexum peut passer par des exercices d'extension forcée en décubitus ventral. Non, donc voir les courbes de Vacher, voir les courbes qui montrent que l'extension totale et forcée amène des contraintes trop importantes au premier mois sur la plastique. Le rodage articulaire par du vélo peut être débuté à partir de J15, non au risque de compenser dans la hanche, surtout si la flexion n'atteint pas les 90 degrés. Donc ça, tous on le vérifie, il nous faut 110 degrés de flexion. Des adaptations de longueur de pédale avant de pouvoir passer le tour de pédalier sans avoir de déhanchement au niveau de la selle. Et ce n'est pas une technique de gain articulaire. La présence d'un hématome dans la loge de prélèvement justifie dès le post-opératoire immédiat des techniques agressives, le crochetage, des ventouses, des ondes de choc. Non, restons raisonnables, nous sommes au premier mois post-opératoire. On a vu que le patient était encore sous anticoagulation. Il est tout à fait hors de question de faire du crochetage à ce stade et surtout et également de faire des ondes de choc. Il faut savoir différer ces techniques, elles n'ont pas leur place dans le premier mois. La contraction isométrique du quadriceps jambe en extension participe au drainage des loges des ischio-jambiers. Oui, c'est... voilà, c'est... alors pourquoi c'est en extension? Oui, la contraction isométrique va permettre une mise en tension de la loge des ischio-jambiers et donc elle participe au drainage. Donc le changement de rééducation qui a été opéré chez ce patient, il a été hospitalisé dans un centre de rééducation à l'hôpital de jour. Il lui a été proposé de la balnéothérapie. La chaîne cinétique ouverte a été différée parce qu'il était à moins de 2 mois de sa plastique. Le début du travail en extension en décubitus ventral a été proposé. Le début du crochetage des ischio-jambiers a été également introduit puisqu'il y a eu le retrait des anticoagulants. Et le vélo n'a pas été réalisé parce que le patient n'avait pas ses 90 degrés. Donc le vélo a bien été débuté à 110 degrés de flexion de genou. Visite de contrôle à J45 et fin de l'histoire.
Donc le patient présente une contraction efficace du vaste interne, mais avec une fatigabilité qui ne permet toujours pas de tenir la jambe tendue en extension. Les amplitudes sont de 0, 0, 110. Le patient, lui, en flexion sol, est capable de réaliser 90 degrés. Il demeure une douleur à la pression de la patte doigt, mais pas dans la loge des ischio-jambiers. Fin de l'histoire. Intensification du travail en centre avec introduction de la chaîne cinétique ouverte, avec freination modérée du segment jambier en excentrique. Proprioception en appui bipodal, vélo rodage articulaire. À J60, la récupération est complète, 0,0140. Le patient est encore à 20 cm de fesse, il n'y a plus de boiterie. À J90, il présente un bon verrouillage, pas de syndrome rotulien et un périmètre de cuisse opéré à moins 2 cm. Donc le take-home message, toujours se renseigner sur les incidents péropératoires. La communication kiné-chirurgien est importante. Là, il n'y avait pas eu de bilan réalisé lors de la première prise en charge, la première consultation chirurgicale. Et il y a une importance de prendre en charge le site donneur. Merci beaucoup. La plastie extra-articulaire du Roland, 100 kg. Ah oui, systématique, très bien. Systématique, la question. On aurait pu mettre un taux sur la suture méniscale. Alors, le point de précision, c'est le sport pratiqué ou c'est le poids qui t'inquiète? C'est les deux. Les deux. D'accord. Mais donc, sport à forte inertie, pivot contact. Quel que soit le poste. Ouais, quel que soit le poste, rugbyman, compétition, si c'est plus long, hein, il y a on a vu que le retour externe, par contre, dans l'étude, la série qu'on a faite, le retour externe ne changeait pas totalement les choses. Ça nous a séparé ça sur les avant, sur les arrières. Je pourrais réfléchir. Pour l'expérience récente. Chez les plus valeurs aussi, voilà. Chez l'en valeur. En valeur aussi. Les garçons, pareil. Et les filles garçons, pareil. Rugby. Des questions? Celui-là. Oui. Les adhérences dans la loge des ischio-jambiers, on les voit comment? Vous les sentez comment? Palpation et à la mise en tension. Donc contraction isométrique, palpation. Sur le niveau médical, tu matérialises comment toi Je pense que c'est plutôt là on est clairement sur le diagnostic possible. On a un mec qui a un problème de programmation musculaire. Il a eu un énorme hématome dans la loge des ischio-jambiers. Les cicatrices sont propres, il n'est pas. Voilà, il n'y a pas des tuberculoses, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'examen pour les hanches. Je pense que c'est quelque chose, il faut y penser parce que c'est vrai qu'il arrive de voir, hein, mais la loge de prélèvement, comme elle est assez douloureuse, et quand on la masse, quand on la travaille, elle est quand même douloureuse. J'ai l'impression que certains kinés, parfois, ne vont pas la travailler. Enfin, le kiné ici. Moi, j'ai un petit doute sur la déprogrammation musculaire quand on me dit non, carbone, dissociation, quadriceps, ischio-jambier. Je pense que tu peux très bien avoir un bon quadriceps, avoir des ischio-jambiers qui sont bons, mais ne pas pouvoir avoir de co-contraction rapide et alterner de manière à avoir un genou stable. Donc pour moi, il y a une déprogrammation musculaire. Alors ta capacité, déjà première chose, c'est cette capacité à contracter le quadriceps de manière isolée. Si on va aller chercher sur de la flash contraction en vérifiant l'ascension rotulienne. Il faut vraiment, je pense à chaque fois aux exercices typiques réalisés en cabinet ou en centre, les crasses coussins sans vérification de la spécificité de la contraction.
il faut que le patient soit capable de contracter complètement de manière dépendante ou son quadriceps ou ses ischios. Voilà, ce sont des patients que l'on met dos au mur, jambes en avant et contraction quadricipitale, vérification de l'ascension rotulienne. D'autres questions? C'est bon? Allez, passer. D'une jeune femme, donc Madame S, 23 ans, qui subit une lésion au niveau de son genou gauche. Cette jeune femme est emballeuse de niveau moyen, elle est étudiante psychomotricienne, elle mesure 1m70 et pèse 70 kg. À l'anamnèse, on retrouve une entorse du ligament latéral interne en janvier 2018, diagnostiquée par son médecin généraliste. C'est une patiente qui est actuellement en soins au cabinet, donc on revient un petit peu en arrière. Donc première lésion entorse diagnostiquée en juillet 2018, elle reprend le hand en septembre avec une instabilité du genou. Elle voit pour la première fois son chirurgien en octobre 2018. À la consultation initiale chez son chirurgien, on retrouve une rupture clinique du ligament croisé antérieur avec un Lachman mou et retardé, un ressaut et un relimètre à 9 mm. Le genou est sec, mobile et stable dans le plan ventral. Là, il y a une symptomatologie méniscale interne. La musculation est optimale avec une excellente coordination des chaînes musculaires. L'IRM montre une rupture du croisé antérieur. L'opération aura lieu 10 mois après ce diagnostic, soit en juillet 2019. En attendant, il n'y a pas eu de kinésithérapie préopératoire. Question sur la période préopératoire. A. La kinésithérapie préopératoire est toujours indispensable. B. La pratique du handball en excluant la compétition et avec une attelle est possible malgré un LCA rompu. C. Il est fondamental de respecter un délai de plusieurs semaines au minimum entre le traumatisme et la chirurgie du ligament croisé. D. Un bilan lésionnel traumatique du genou nécessite toujours un examen clinique complet par un examinateur. Effectivement, on se rend compte que dans ce cas, il est possible que le premier examinateur n'ait pas eu un diagnostic suffisamment fin et le test de Lachman ait une spécificité et une sensibilité suffisamment élevée pour permettre cliniquement de diagnostiquer une rupture du ligament croisé antérieur. Toujours pareil quand ce test est effectué par un praticien expérimenté. E. L'absence de rupture ligamentaire à l'URM exclut la chirurgie. Non, bien évidemment, la paraclinique seule ne suffit pas. La clinique prévaut toujours. L'intervention se passe par une chirurgie avec une rachis-anesthésie, un cathé fémoral, durée de garrot de 70 minutes avec un prélèvement sous garrot. La méthode chirurgicale est un DT in-out avec 2 vis d'interférence, une samba, un greffon de 12 mm avec une longueur utile de 8. On fait une ténodèse latérale au gracilis. On a une suture postérieure par nœud coulissant, il y a un segment moyen par 2 ancres. On a un lâchage du garrot qui se passe bien. On retrouve cette patiente à sa sortie de la clinique en cabinet de ville, en l'occurrence chez nous. Au niveau des amplitudes, on a une absence de récurvatum, un flexum de 10 degrés et une mobilité en flexion de 30 degrés en passif. La mobilité de rotule est entravée par le DER. Le tableau clinique est dominé par l'expression de la douleur, notamment postérieure. On a une hémarthrose relativement présente. La patiente est dans l'impossibilité d'effectuer un appui contact. On a une sidération totale du quadriceps. La patiente est kinésiophobe et présente une angoisse assez marquée. Oui, c'est la merde, je l'ai entendu. Mais c'est vrai. Que vous évoquent ces situations? Des douleurs post-suture méniscale, ce qui peut arriver. B. Une douleur liée à l'épanchement intra-articulaire. C. Une insuffisance dans le travail du quadriceps par le kinésithérapeute de la structure hospitalière. D. Une problématique d'éducation thérapeutique en préopératoire. E. Une patiente qui présente une problématique psychique. Il n'y a qu'une seule. Je sais vers quoi répondre. Allez, on corrige. Donc, des douleurs post-suture méniscale classiques. Non, car la douleur présentée par la patiente est trop intense. Elle décrit vraiment une douleur très très intense.
qui était de l'ordre, je ne sais pas si on l'a précisé, mais de 8 sur l'EBA, ce qui est assez important, et donc qui ne correspondrait pas à une douleur méniscale. B, une douleur liée à l'épanchement intra-articulaire, c'est tout à fait possible, comme nous l'a montré François, la présence d'un hématome trop important au niveau du genou peut engendrer en post-opératoire des douleurs assez importantes. D, une insuffisance du trait du quadriceps par le kinésithérapeute dans la structure hospitalière, comme nous l'avons vu, bien évidemment que non, il y avait un cathé fémoral, donc c'est vrai que la rééducation et tout du moins l'éveil musculaire dans un premier temps est parfois compliqué. D, une problématique d'éducation thérapeutique préopératoire, non, mais c'est vrai que la patiente ayant été mieux informée, mieux préparée à son intervention, aurait présenté peut-être des suites opératoires plus faciles, notamment dans le stress et l'anxiété qu'elle a pu ressentir de suite après. E, une patiente avec une problématique psychique, effectivement nous le verrons plus tard, c'est un paramètre dont il faut tenir compte. Quelle est la conduite à tenir devant ce tableau, Alors, A, prise en charge antalgique et drainage uniquement. B, levée précoce de la tête. C, électrostimulation exclusive du quadriceps. D, mobilisation passive continue sur arthromoteur. E, écoute attentive des sensations et émotions du patient. Alors, prise en charge antalgique et drainage uniquement. Non, il faut savoir, et ça aussi ça a été prouvé scientifiquement, la littérature est assez fournie là-dessus, les contractions isométriques du quadriceps notamment ont une action inhibitrice sur la douleur et participent au drainage actif en favorisant le retour veineux. B, le lever de la tête précoce. C'est intéressant d'y penser et je pense qu'il faut y penser. Le fait d'avoir laissé cette patiente, en l'occurrence dans son attelle, a favorisé l'enraidissement du genou et l'a conforté dans sa position antalgique qui lui a été complètement délétère. C'est l'électrostimulation exclusive du quadriceps. Non, l'électrostimulation exclusive seule ne sert absolument à rien. L'électrostimulation couplée à la contraction volontaire est efficace. D, la mobilisation passive continue sur arthromoteur. Non, les études qui ont été menées sur des protocoles de rééducation opposant tout du moins de la mobilisation passive uniquement et de la mobilisation active n'ont pas montré de plus-value de la mobilisation passive exclusive. E, l'écoute attentive des sensations et émotions de la patiente. Non, dans ce cas-là, et malheureusement c'est ce qui s'est passé, le respect de l'indolence stricte s'est montré plus que délétère pour la patiente. J'ai parlé vite, mais est-ce que vous avez des questions sur les 3 premiers items? Tout va bien. Je continue. Évolution à J21. Donc l'EVA est à 8, l'amplitude, il n'y a pas de récuratum, on a un flexum toujours de 10 degrés. Un blocage en flexion à 60 degrés et le blocage est total en extension à visite chirurgicale. Le chirurgien, dans son gentil compte-rendu de visite, nous rapporte une sidération historique du quadriceps, chose qu'il n'avait rarement vu précédemment, ce qui nous a fait bien évidemment très plaisir. Merci François. L'absence, il y a une absence d'équilibre sur la face postérieure de la cuisse, du coprolité et du mollet, les loges sont normotendues. L'appui est peu douloureux, il y a un déficit de flexion, cette patiente présente toujours une appréhension. Qu'a-t-on fait de J3 à J30 On a fait 5 séances hebdomadaires de 60 minutes, on a travaillé sur la contraction statique des ischio-jambiers, on a fait un travail musculaire en électrode, stimulation plus contraction du quadriceps, on a travaillé également sur une irradiation avec les abdominaux. On a fait du massage manuel, du drainage manuel, on a travaillé sur les amplitudes articulaires en thérapie manuelle dans le respect strict de la douleur. Quel est le problème? Que vous évoque cette situation? A, une algoneurodystrophie précoce. B, un échec de suture méniscale. C, une prise en charge en kinésithérapie inadaptée. D, un lever de la tête trop tardif. E, des adhérences dans la loge postérieure des ischio-jambiers. Ah, il y a débat. Allez. Ah, une algodystrophie précoce? Non. Effectivement, la douleur est importante, mais il n'y a pas de trouble chronique associé. Coloration des téguments, hypertrichose, sudation des parties touchées. B, un échec de suture méniscale? Non, la patiente ne présente pas de douleur en charge qui pourrait signifier ce type de problème. C, une prise en charge kinésithérapique inadaptée? Oui, car trop protectrice et tenant trop compte du ressenti de la patiente, un peu trop à l'écoute de sa douleur,
et de ses angoisses. Un lever de la tête trop tardif, dans ce cas-là, la sidération du quadriceps était tellement importante. C'est une patiente qui, le jour de la visite chez le chirurgien, donc agilitaire, était incapable de monter seule sur la table de consultation. Adhérence dans la loge des ischio-jambiers, non, il y a une absence d'hématome sur la face postérieure de la jambe et de la cuisse. Sur ces entrefaites, la patiente part en vacances. À son retour, elle nous dit que cette période de repos lui a fait beaucoup de bien. Au vu du dernier bilan chez son chirurgien, il a été décidé de pratiquer une mobilisation soulagée. Résultat, à la fin du geste chirurgical, vous voyez, vous pouvez apprécier la flexion du genou. Reprise de la rééducation donc en post-opératoire, donc juste après la mobilisation soulagée, on a une amplitude, donc une absence de récuratum, toujours un petit flexion de 10 degrés, par contre une mobilité en flexion nettement augmentée, qui est passée à 100 degrés. La mobilité de la rotule est toujours légèrement entravée par l'œdème. Le V a nettement diminué, elle est à 2. L'hémarthrose est aussi également atténuée. L'appui est autorisé, le quadriceps est toujours sidéré. La kinésiophobie et l'angoisse sont en nette régression. Question 5, qui a pris en charge en post-mobilisation. A. Le chirurgien doit toujours respecter certains délais avant d'effectuer une mobilisation soulagée. B. La mobilisation et l'automobilisation ne sont pas obligatoires en post-opératoire immédiat. C. Le renforcement contre-résistance. J'ai bien dit contre-résistance. Je vous aide. En chaîne cinétique, en chaîne ouverte, à 4 semaines permet de lutter contre la sidération du quadriceps. D. La kinésithérapie doit être exclusivement fonctionnelle à ce stade, uniquement un travail de marche et de transfert. E. L'absence de capacité à dissocier la contraction isolée du quadriceps en chaîne ouverte est prédictive de bons résultats fonctionnels. Pour les réponses, le chirurgien doit respecter certains délais avant d'effectuer une mobilisation soulagée. François, tu me corriges si je me trompe, mais non, on peut effectuer une mobilisation assez rapidement après Christophe. Peut-être. Ouais. Quel délai il faut? Je pense qu'il faut 1 à 2 mois. D'accord. Une mobilisation trop précoce peut-être. Déjà, tu n'as pas tellement d'arguments qui te permettent de dire que tu as des brides. Et les brides, elles ne se font pas en 15 jours. D'accord. Biologiquement, il te faut bien 4 à 6 semaines pour avoir une bride dans le cul-de-sac qui limite l'affection. Ok. Très bien. C'était fait combien de temps là, après 2 mois. 2 mois de plus. 2 mois, c'est classique. Pour une PTG, c'est pareil. Tu vois, 2 mois, un peu avant. Une bonne bouteille de rosé. C'est ça. Il faut une sacrée bouteille. Donc on retiendra plutôt 2 mois. Plutôt, à mon avis, plutôt 1 mois et demi, au minimum 1 mois et demi. 1 mois et demi. Merci. La mobilisation et l'automobilisation ne sont pas obligatoires en post-op immédiat. Non, je pense qu'il faut vraiment insister, c'est primordial hein, sur la mobilisation car elles empêchent bien évidemment mécaniquement la formation de nouvelles adhérences. C'est le renforcement contre-résistance en chaîne ouverte à 4 semaines permet de lutter contre la sidération du quadriceps. Alors attention, on est bien d'accord, on parle de travail entre 90 et 45 degrés de flexion. D'accord. Dans les autres degrés articulaires et contre-résistance, le renforcement en chaîne cinétique ouverte est forcément délétère pour le tendon. D'accord. Donc nous parlons bien de travail contre-résistance en chaîne cinétique ouverte. La kinésithérapie doit être exclusivement fonctionnelle à ce stade-là. Bien évidemment, non. Effectivement, le travail de la marche et des transferts est très important. Par contre, on doit poursuivre des exercices spécifiques, et j'y reviens après, notamment de travail de dissociation du quadriceps et des ischio-jambiers quand on a eu un quadriceps sidéré pendant longtemps, comme ça a été le cas. L'absence de capacité à dissocier la contraction isolée du quadriceps en chaîne cinétique ouverte est prédictive de bons résultats fonctionnels. Bien sûr que non, bien au contraire, il est super important d'avoir des patients qui dissocient complètement leur contraction du quadriceps afin d'avoir de bons résultats et d'avoir des facteurs prédictifs de bonne récupération du genou. Être capable de contrôler la contraction de son quadriceps et de la dissocier de celle des ischio-jambiers est vraiment très importante dans ce type de rééducation. Qu'avons-nous fait par la suite? On a réorienté la rééducation, on a introduit de la balnéothérapie à visée de mobilisation active, on a débuté un travail d'extension des cubitus ventrales sous contrôle. Cette patiente a travaillé en auto-rééducation en tolérant une douleur cotée au moins à 5 sur le VA, c'est-à-dire qu'on lui a entre guillemets demandé de se faire un petit peu violence et d'accepter de souffrir un petit peu.
On a insisté sur la dissociation du quadrille des ischio-jambiers. On a systématiquement contrôlé et on a systématiquement demandé un travail de co-contraction efficace par exo fonctionnel, des squats, des mini-fentes, du travail de schéma de marche. Visite de contrôle, donc 45 jours après mobilisation, merci, et fin de l'histoire. On avait retrouvé une contraction efficace du vaste interne, mais la fatigabilité ne permettait toujours pas de tenir la jambe tendue en extension. Le point positif, c'est que les amplitudes s'étaient normalisées, le flexum avait disparu complètement, et on avait gagné sur la flexion passive. Les ischio-jambiers étaient toujours déficitaires. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cas compliqué? Je pense que, et c'est peut-être le plus important, la réactivité du client en cas d'évolution défavorable. Si vous constatez une évolution défavorable dès les premiers jours, il ne faut pas hésiter à contacter la personne qui vous a confié le patient. Il faut être aussi capable de mettre en évidence, et c'était le cas un petit peu là, un mal-être psychique, et en tenir compte mais sans le placer au centre de la rééducation. Dans ce cas qui est assez caricatural mais qui s'est présenté à nous cette année, le fait de trop écouter la patiente aura été vraiment déficitaire pour elle et nous aura vraiment retardé dans sa rééducation. Et enfin, il ne faut pas hésiter à combiner les exercices fonctionnels et les exercices analytiques pour potentialiser le travail musculaire. Je vous remercie pour votre attention. Pendant plusieurs mois et à consulter le chirurgien au bout de plusieurs mois. Mais en pré-op, elle avait une tonicité musculaire qui était excellente. La sidération s'est produite vraiment uniquement en post-opératoire immédiat. À savoir si la rééducation pré-opératoire aurait permis d'atténuer ce phénomène, je ne sais absolument pas, sachant que c'était une patiente qui était sportive pratiquement jusqu'au dernier moment. Mais peut-être que justement, le fait d'être sportif jusqu'au dernier moment lui a amené énormément de moyens de compensation et pas du tout de ce que vous allez faire en post-op immédiat. Parce que ce ne sont ni les mêmes muscles, ni les mêmes... Donc elle s'est trouvée certainement désorientée après 10 mois. C'est certain qu'elle a dû utiliser des mécanismes. Il est fort probable que son croisé ait pété la première fois, c'est-à-dire quand elle a consulté son médecin traitant. Donc il est fort probable qu'elle ait développé des mécanismes musculaires adaptatifs et qu'elle soit arrivée complètement désorganisée à... Ces mécanismes-là en post-opératoire, tu ne les connais plus. Complètement. Johan Merva, donc je suis biomécanicien. En ce moment, je suis en train de terminer ma thèse de biomécanique. J'ai la chance d'être hébergé à Léon Bérard par l'établissement. C'est un laboratoire de recherche qui est aussi associé à l'université. Et je mène une étude sur le mouvement humain quand on utilise des écrans tactiles, particulièrement le téléphone portable. Mais ça, c'est juste pour la thèse. Là, je suis plus dans le sport. On m'a demandé de présenter donc très vite, je vais être très rapide sur la méthodologie de la recherche. Et comme j'ai respecté ça et que je suis très rapide, je prends donc 30 secondes pour vous dire rejoignez-nous au Dalton, c'est vraiment super. J'y suis des conférences de médecins et de kinés, j'en ai fait un paquet par le passé. Je suis venu un petit peu à reculons à la deuxième journée, donc c'était la première fois pour moi. Et j'ai de suite plongé dans le Dalton, c'est vraiment super. Il y a plein de choses à faire, je pense, au niveau de la région. Le Dalton, c'est surtout de créer une communication transversale entre les différents corps de métier. Et donc ça, pour ça, il faut un langage commun. Moi, je trouve que la science, quand même, c'est pas mal. Et la deuxième chose, il faut se connaître. Et parfois, ça tient qu'à ça. Il suffit de se rencontrer, de se croiser une fois, et puis, en fait, il y a des synergies qui se mettent en place. Alors, la méthodologie de la recherche. Et promis, je vais être très, très rapide. Donc, si ça, voilà. Tout ce qui est en noir, on va le voir assez rapidement. Ce qui est en gris, on le passe, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Et on va passer un petit peu plus de temps sur ce qui est en vert, sur l'éthique et la législation. Donc, une idée, c'est super, c'est bien. Mais en fait, quand vous avez une super bonne idée, vous êtes 10 000 dans le monde à l'avoir en même temps. Et il y en a sûrement 5 000 qui ont déjà sûrement avancé dessus. Et dans ces 5 000, il y en a 3 000 qui sont au moins aussi malins que vous. Donc en fait, la seule différence, parce que cette idée-là, en fait, toute seule, elle vaut rien. La seule différence, ça va être de bosser. Il va falloir bosser de différentes manières, en s'organisant. Alors avant c'est la bibliothèque, maintenant c'est sur l'ordinateur.
Tout ça sous l'égide de certaines lois. Les recherches cliniques, on est tout le temps sous la loi Jardé. On verra ça un petit peu plus tard. À la bibliothèque ou sur l'ordinateur, on fait quoi? On fait l'état de l'art. On cherche les paramètres discriminants de ce qu'on veut étudier. C'est-à-dire que l'idée seule, il va falloir venir maintenant l'étayer pour pouvoir monter un protocole. On ne verra pas aujourd'hui comment on monte exactement un protocole, mais voilà, il faut garder ça en tête. Donc, pour bien chercher les articles, pour pas en manquer et pour pas avoir tendance un petit peu à passer dans 400, 500, 600 articles, alors qu'en fait il n'y en a que 300 qui vous intéressent, il y a cette méthode qui est assez magique, qui est la méthode Prisma, qui existe depuis 2009. En fait, voilà, ça c'est le flowchart, donc c'est une méthode qui est un peu longue aussi, ça pourrait être une présentation juste sur ça. Le flowchart, c'est quoi? C'est chaque palier va vous permettre de ratisser large, d'inclure un maximum de papiers, mais très vite de les éliminer, que ce soit par le titre, que ce soit par le résumé, etc. Cette méthode-là, pour mener des études bibliographiques, c'est vraiment le top, on gagne un temps phénoménal. On se retrouve donc avec plein de données, mais on est un peu perdu. Chaque article, à chaque fois, c'est peut-être, je sais pas, 3-4 jours de lecture, encore 2 ou 3 jours pour un petit peu résumé. On est vite paumé quand on a 300 articles pour mener son étude. Donc, on va l'organiser dans ce qu'on appelle un tableau de synthèse. Alors, personnellement, le tableau de synthèse, moi, je le range par catégorie, par grand thème lié à ma fameuse idée ou à notre fameuse idée de départ. Et puis, bon, ben, là, on a les idées qui ressortent très rapidement, et quand on a un petit peu oublié, ça prend que quelques secondes pour être relisé. Quand on est arrivé là, on a vu chez les autres un petit peu les protocoles qui étaient mis en place, les variables qui allaient sortir. Alors les variables, c'est quoi? Les variables, on a les variables indépendantes, c'est les paramètres sur lesquels on joue. Est-ce que mon produit vert est meilleur que mon produit rouge? D'accord? Ça, c'est ce qu'on veut tester. Et puis, ben, on les teste, et c'est les variables dépendantes qui vont nous permettre de tester ça. Quelle est la circonférence du bras du monsieur? D'accord? Quand on est arrivé là, dans notre raisonnement, on est toujours sur la loi Jardé, il faut toujours garder ça en tête. On peut partir vers l'éthique et la législation. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On peut faire le CPP, on peut y aller. Donc le CPP, c'est 1 milliard d'articles qui sont tous régis par la loi 1121. Donc c'est le comité de protection des personnes. Donc il y a le promoteur, ou les promoteurs, c'est la personne ou les 2-3 personnes qui ont eu l'idée au départ, d'accord, qui va vite s'entourer normalement des investigateurs, c'est-à-dire aller chercher, et Joanne nous en parlera juste après, d'aller chercher des personnes qui veulent mener l'étude avec vous. Et puis ben, après, il faut aller chercher les volontaires. Et là, sur les volontaires, on va un petit peu passer quelques secondes parce qu'il ben, y a des choses aussi à mettre en place pour respecter l'éthique et la législation. Donc en fait, tout ça, ben, c'est quoi? C'est une grande équipe. Et puis je vous dis, il faut vraiment nous rejoindre. Il ne faut pas hésiter. Alors, le consentement des personnes, il y a plein de principes encore, c'est géré par un ensemble de lois. Mais ce qui est le plus important, il faut qu'on protège les personnes, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient au courant de tout ce qui va se passer dans l'étude, sauf qu'il y a certaines études, on ne peut pas trop leur dire ce qui va se passer dans l'étude. Donc c'est toujours très compliqué. Il faut leur donner un paquet d'informations, sauf que quand on passe 5 informations, ils retiennent moins de 80%. De suite, ça chute. Donc il faut choisir les informations qui nous semblent éthiquement prépondérantes, sans leur donner des trucs qui pourraient un petit peu gâcher la recherche derrière, mais pas trop pour pas qu'ils soient là et qu'ils se disent « mais en fait, qu'est-ce qu'il veut faire ?» Et toujours pensez-y de leur ouvrir la porte pour partir à n'importe quel moment de l'étude. Ça, c'est très important. Bon, et puis après, il y a des bonnes pratiques, mauvaises pratiques qu'on fait en place pour maintenant. Donc, on mène notre étude. Je vous ai dit, on ne voit pas le protocole et la méthode. L'étude se passe, etc. Et puis on se retrouve donc avec plein de données. Et bien, toutes les données, il faut en faire quelque chose. Et puis là, ben, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais en fait, les données, ça devient des résultats à partir du moment où on les utilise avec le prisme de la statistique. Alors la statistique, ça fait un peu flipper comme ça, j'ai vu surtout en recherche clinique, la statistique, il faudra que quand même on voit. En fait non, c'est pas super complexe. La variable indépendante, d'accord? Enfin, tout à l'heure on parlait des 2 tubes à essai, le rouge, le vert. Bon, c'était donc là une variable indépendante à 2 niveaux. Il peut y avoir 3 niveaux, il peut y avoir 3 tubes à essai, il peut y avoir 4, il peut y avoir 10, peu importe. Quand on est à 2 niveaux, tout pile, on va rentrer dans une catégorie, c'est souvent la catégorie des recherches cliniques. D'accord? On va pouvoir passer à des tests statistiques. Quand on est à plus, on verra un petit peu plus tard. La première chose à faire, c'est de voir les conditions de validité de ces résultats. Est-ce qu'elles sont valides selon plusieurs critères? La normalité, la sphéricité, est-ce qu'on respecte la gaussienne, etc. Et à ce moment-là, donc si on ne respecte pas tout ça, ça part en non paramétrique, on ne le voit pas du tout aujourd'hui. Puis si ça respecte tout ça, notamment la normalité et la sphéricité, on peut passer en statistique paramétrique.
Donc là, à 2 variables, test T, plus de 2 variables, les ANOVA, et une significativité. Pour l'étude dont Johan va vous parler juste après, ben nous, on est dans quel cas? Ben on suit cette ligne-là. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas 50 trucs à savoir, il faut juste bien se diriger dans les statistiques, et puis on trouve. On a nos stats, on a nos résultats, c'est super, on peut extraire nos résultats, et puis après, rapidement, vient la discussion. À la discussion, on va juste confronter l'ensemble de nos résultats, ben, soit à nos idées de départ, soit un petit peu à notre feeling, mais toujours, on va les confronter à la fameuse revue de littérature que vous avez fait au début. La revue de littérature du début, c'est pas juste pour faire l'intro, pour faire plein de name dropping, et puis à la fin avoir une super grosse bibliographie. C'est surtout dans la discussion qu'elle intervient. C'est là où on va dire, bon alors moi j'ai eu ça, lui il a eu ça, mais alors on avait une petite différence dans le protocole. Et c'est là où on va voir si vous avez bien lu, vous n'avez pas juste lu l'abstract, et c'est ça qui va donner beaucoup de valeur à l'étude. Les résultats seuls, ça vaut au final pas grand chose. Très vite vous allez vers les limites de l'étude, et puis bah, après vous en cherchez une autre, et puis on recommence et on fait la suivante. Voilà, merci beaucoup. La loi Jardé, c'est quoi exactement? Ah, je savais que ça allait tomber. La loi Jardé, ça comprend notamment le CPP. C'est l'ensemble des articles qui gèrent les codes d'éthique, de législation, d'inclusion des patients. Il y a par exemple, en France notamment, c'est très compliqué. Nous en biomécanique, on aimerait beaucoup voir, on a des systèmes optoélectroniques là, pour faire la 3D, comme pour le cinéma. Et la grosse difficulté de ça, c'est on dit qu'on n'est pas précis, parce qu'on a des mouvements de peau sur les butés osseuses. Donc nous, tout ce qu'on aimerait faire, c'est juste planter des petits trucs dans les os, tranquillement. Ça, c'est impossible. Ouais. Et franchement, en fait, non mais quand on y réfléchit bien, on pourrait le faire. Il y a quand même, on peut faire des petits trucs. Je veux dire, en physio, ils font des biopsies, c'est pas non plus, voilà. Et tout ça, c'est très compliqué. Pareil pour les traitements. Quand tu sais qu'un traitement est bon et que tu veux faire un groupe contrôle, celui-là pour l'expliquer dans le CPP, approche-toi. C'est 2 pages et il faut bien le tourner parce que faut bien l'amener. Et c'est tout ça en fait la loi Jardé. C'est tout ce qui régit. C'est vraiment le grand chapeau qui régit le CPP, le consentement. L'éthique, etc. Bon, bah, on va passer au protocole. Hein. Donc, l'objectif du protocole, c'est d'évaluer à court terme l'effet de la chaîne cinétique ouverte sans résistance sur la récupération de l'extension active après une reconstruction du ligament croisé. Notre hypothèse de départ, c'est que du coup, la chaîne cinétique ouverte permet une récupération plus précoce de l'extension active que le protocole de référence en chaîne cinétique fermée. Donc les hypothèses secondaires qu'on a émises sont qu'à 4 semaines post-opératoire et à 3 mois post-opératoire, notre protocole en chaîne cinétique sans résistance ne provoque pas de douleur antérieure et compétition de la marche sans boiterie. Après 4 mois post-opératoire, on a émis comme hypothèse que le protocole permet une reprise de confiance dans le genou par le score ACLRSI, permet un genou fonctionnel par le score IKDC, que ça n'augmente pas la laxité différentielle qui est évaluée au millimètre. Alors ça, on avait plutôt dit qu'on fera 6 mois, du coup avec François, c'est ça, plutôt 6 mois. Le protocole CCO sans résistance n'a pas d'influence sur la récupération objective de la force du quadriceps. Donc l'étude, c'est une étude prospective, pluricentrique, multi-opérateur de supériorité. La période d'occlusion se fait du 1er mars 2019 au 30 juin 2020. On a encore le temps, donc j'espère que vous participerez. Les patients seront alternativement inclus dans le groupe chaîne cinétique ouverte sans résistance en fonction de leur ordre et chaîne cinétique fermée, en fonction de leur ordre d'inclusion. Le premier patient est inclus arbitrairement dans le groupe chaîne cinétique ouverte. C'est comme ça. Les critères d'inclusion. Donc toute ligamentoplastie prise en charge dans les centres inscrits au Dalton. Donc il faut quand même, on pourra inclure d'autres personnes, mais c'est quand même bien d'avoir participé à la soirée pour savoir exactement de quoi on parle. Quel que soit le type de greffon, la technique de fixation, la réalisation d'une ménisectomie, le caractère itératif de la rupture et les gestes extra-articulaires. On a exclu les sutures méniscales, l'absence de signature du consentement, bien entendu, une FIS non fusionnée ou un recul inférieur à 6 mois. Et bien entendu, il faut avoir l'accord du chirurgien. Sans l'accord du chirurgien, ça ne se fera pas. Pour le recueil de données. Donc les données elles sont recueillies par le kiné en charge de la rééducation. Elles seront notées sur une fiche qui
vous sera transmise et qu'il faudra nous retourner, bien entendu. Le recueil se fait au moment de l'inclusion, à 4 semaines, à 3 mois et à 4 mois. Les critères d'évaluation. Donc, un critère d'évaluation simple qui est la douleur, donc avec une EVA. Les amplitudes notées telles que récurvatum, flexum, flexion. On va évaluer la capacité à effectuer une contraction isométrique du vaste interne en extension. La capacité du patient à dissocier le quadriceps des ischio-jambiers, donc avec un contrôle par le kiné. Et la capacité à dissocier les ischio-jambiers des fessiers à 90 degrés de flexion. On va également relever le périmètre de cuisse à 10 cm et à 15 cm avec un mètre ruban. La présence ou l'absence d'une boiterie à la marche et la capacité à monter les escaliers. Donc, dernier critère d'évaluation, le score ACLRSI qui représente l'aptitude psychologique à la reprise sportive. Le score IKDC subjectif qui évalue la fonction du genou perçue par le patient. On évaluera du coup la laxité différentielle au émetteur et, si possible, un test isocinétique avec le déficit du quadriceps en concentrique et en excentrique. Donc, le protocole. Dans la première semaine post-opératoire, les objectifs sont de récupérer un genou sec et indolore, d'avoir des amplitudes de 0 à 90 degrés et d'obtenir une contraction isométrique du quadriceps en extension avec dissociation de la chaîne postérieure. Ça, c'est pour la première semaine. À partir de J7, on va séparer du coup et inclure nos patients dans le groupe chaîne cinétique ouverte sans résistance ou chaîne cinétique fermée. Donc les objectifs sont toujours de garder un genou sec et indolore, avoir des amplitudes de 0 à 90 degrés. Pour le volant musculaire, on va intégrer des mini-squats, pieds à plat, 3 séries de 10 de 0 à 45 degrés. Dans le groupe chaîne cinétique ouverte sans résistance, on aura un travail dynamique excentrique plus concentrique du quadriceps en position assise bord de table, 3 séries de 10 avec 1 minute de pause entre chaque série, donc qui va aller de la flexion maximum qu'on a, si on n'a pas les 90 bien entendu, on va à la flexion maximum du patient, à 0 degré. La première série, pour la compréhension du patient, sera guidée, puis bien sûr les répétitions se feront sans aide. Dans le groupe en chaîne cinétique fermée, on fera uniquement des mini-squats pieds à plat, par contre on doublera, on fera 6 séries de 10 de 0 à 45 degrés, pour avoir le même nombre de sollicitations. Donc voilà, pour l'exercice en chaîne cinétique ouverte, c'est relativement simple. Les patients comprennent très bien. Jusque-là, tout est simple. De J21 à J45. On va toujours garder et veiller à avoir un genou sec et indolore. On va augmenter les amplitudes pour avoir 120 degrés de flexion, avec un objectif d'avoir un verrouillage acquis et un travail du schéma de marche. On va pouvoir intégrer le rodage articulaire sans résistance au vélo, qu'on a fixé au maximum à 20 minutes, uniquement si les 110 degrés de flexion étaient acquis. Pour le protocole musculaire, on a toujours les mini-squats pieds à plat, 3 séries de 10 de 0 à 90 degrés, et le travail en chaîne cinétique ouverte sans résistance est le même que vu précédemment. Dans le groupe CCF, on garde un genou sec et indolore, les amplitudes jusqu'à 120 degrés, un verrouillage acquis, un travail du schéma de marche, du rodage articulaire et 6 séries de 10 de squats de 0 à 90 degrés. À 45 degrés, les deux groupes vont se rejoindre, puisque du coup, on aura fait notre protocole en chaîne cinétique ouverte sans résistance. On va pouvoir fusionner les deux groupes pour le reste de la rééducation. Donc, nos objectifs sont de garder un genou sec et indolore. Les amplitudes seront désormais, on l'espère, totales. On augmente la résistance au vélo et on va intégrer un travail dynamique et concentrique puis excentrique des ischio-jambiers de J45 à J60 sans résistance et de J60 à J90 avec résistance progressive. On va intégrer le travail proprioceptif avec de J45 à J60 un travail unipodal sur plan stable, bipodal sur plan instable, puis de J60 à J90 l'incorporation de l'appui monopodal sur plan instable. On va intégrer tout un travail de pliométrie, donc avec des squats, des fentes et un travail à la presse. On va pouvoir intégrer de manière progressive le renforcement en chaîne cinétique ouverte contre résistance, sur le même protocole que vu précédemment dans la même position, avec une résistance à la TTA et avec une augmentation de charge de J45 à J60 qu'on a fixé à 2 kg et de J60 à J90 jusqu'à 4 kg.
Donc le protocole, il est relativement simple à appliquer et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut que vous gardiez vos protocoles de rééducation. C'est vraiment quelque chose qui vient se rajouter à votre protocole. Le recueil de données, il est très simple. On va vous donner des fiches de recueil de données qu'il n'y aura qu'à remplir. C'est un projet qu'on veut vraiment tout donner. On espère un maximum de participation de votre part. L'inscription se fera par mail pour qu'on sache un petit peu qui participe, qui ne participe pas et qu'on puisse du coup répondre aux éventuelles questions et avoir un maximum de réponses. Avant de vous remercier, je vous invite bien évidemment à adhérer à notre association. Donc on vous relancera par mail à partir de l'année prochaine pour des questions de facilité au niveau des enregistrements des adhésions. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à en parler autour de vous. Tout le monde est le bienvenu, médecin, chirurgien, ostéo, kiné, podo du sport et toute autre pratique professionnelle ayant des acquaintances avec l'appareil locomoteur. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Pour ceux qui veulent, on se rejoint au Clubhouse en bas où on a pris l'apéro pour partager une part de pizza. Voilà, et voir un petit peu. Merci beaucoup.